je vous présente ma médaille. Ah, merci du Ah, cadeau. voilà. Vraiment, un grand merci. Un grand merci. Tu lui as donné un Voilà, petit pour vous nom ou pas? montrer que c'est... Pardon? Tu lui as donné un petit nom ou pas? Non, la breloque. La breloque, La ouais. breloque. Les Jeux Olympiques, c'est cette manifestation où il y a le plus de nations qui se rencontrent, plus que l'ONU. Donc c'est un moment où vous êtes sur le toit du monde, à ce moment-là où le monde est rivé sur les sports et regarde toutes les compétitions et vous êtes sur l'œil mondial de tous ceux qui aiment le sport. Et ça vous dit que c'est le summum de toutes les compétitions et qu'il faut y être, quoi. C'était vraiment dans la continuité en fait de mon surnom révérend, mais aussi de pouvoir vivre autre chose. Alors pour d'autres, c'est incompréhensif et d'autres pourront dire mais on comprend pas. Mais moi je sais que ça m'apportera beaucoup parce que l'écoute aussi et aider les autres, ben, ça m'a toujours guidé. Et je me suis dit qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un qui aura besoin d'une écoute active et de pouvoir l'aider, même au JO, parce qu'il y a beaucoup de déceptions aussi. Bienvenue à tous dans cette émission de décrassage. L'émission qui décrasse, et aujourd'hui on va décrasser autour du sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on a le plaisir, l'immense plaisir de recevoir celui que l'on appelait et que l'on appelle encore le révérend. Joël Abati, bienvenue à toi. Nous sommes heureux de te recevoir. Merci à vous de me recevoir aussi avec, dans vos studios et puis ce petit moment de décrassage, de footing régénérant en toute intimité. Merci pour cette invitation. Alors c'est intéressant que tu parles de footing, toi qui es un handballeur, tu avais l'habitude de courir ou pas? Tu aimais courir? Parce qu'on a Jérémy ici qui est le plus handballeur parmi nous, qui déteste courir, donc on veut démarrer avec une Quand c'est pas après un ballon. décrasse qui Quand c'est gratte. pas après un ballon. Ah ben j'adorais courir, bien sûr. Ça a peut-être changé par la suite, mais c'est vraiment de courir en nature comme ça te régénère et en compétition encore plus parce que c'est ça qui donne envie. Donc le cardio, c'est le plus important dans les sports et courir, c'était quelque chose que j'aimais aussi. Jérémy, tu as entendu, non? Ouais. Bon, Non, mais moi, je ok. suis de ma fin de Ben, carrière. moi, il c'est faut fini. qu'on y aille ensemble. Jérémy, on va y aller Ah, ensemble. mais tu vas y aller en marchant avec moi, c'est ça le problème. Ça va être un peu Ben, triste. on fera un petit décrassage avant. Là. Je préfère faire des séances de pénalty, tu vois. Et est-ce que petit, tu rêvais justement de jouer au hand et d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'était ça ton sport préféré? Comment t'en es arrivé là? Alors, effectivement, je crois que quand j'étais dans mon quartier de Gaudissart à la Martinique, j'avais ce rêve et j'avais vu Marie-Jo Pérec gagner les JO. Je ne sais plus si c'est à Atlanta ou autre. C'est d'abord à Barcelone en 92. 92, Barcelone. Barcelone, 92 d'abord. 92, en 92 d'abord, où l'équipe de France, les Barjots, avaient Oui. fini troisième. Médaille de bronze. Et c'est là qu'on les a appelés les bronzés aussi. Ouais. Mais c'est aussi, les Jeux Olympiques, ça inspire et ça vous donne l'espoir en fait à travers les valeurs que l'on a. Hein. Donc la fraternité, les échanges entre les peuples, la paix aussi, et que tout était possible. Les Jeux Olympiques, c'est cette manifestation où il y a le plus de nations qui se rencontrent, plus que l'ONU. Donc c'est un moment où vous êtes sur le toit du monde, à ce moment-là où le monde est rivé sur les sports et regarde toutes les compétitions et vous êtes sur l'œil mondial de tous ceux qui aiment le sport. Et ça vous dit que c'est le summum de toutes les compétitions et qu'il faut y être, quoi. Et quelles ont été tes premières Olympiades, toi personnellement, Joël? Mes premières, c'était en 2004 à Athènes avec une équipe magnifique. Je crois que c'était la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs, mais on n'avait pas la meilleure cohésion. Et quand vous jouez, vous partez en compétition
même si vous avez les meilleurs joueurs, on avait une équipe extraordinaire. Mais qu'il n'y a pas de cohésion dans l'équipe, des distorsions, eh bien, ça ne marche pas. Donc, on a loupé un moment très très fort et je pense que c'est dû à cette cohésion qu'il n'avait pas au sein de l'équipe et qui nous a fait défaut. Comment tu expliquerais qu'il y avait ce manque de cohésion? À quoi tu l'attribues? Et toi, quel a été ton rôle aussi là-dedans? Est-ce que tu n'étais pas assez mature pour créer ce lien? Je crois que j'étais pas forcément la pièce maîtresse dans cette équipe à ce moment-là, où je me suis plutôt concentré sur moi-même avec un regard extérieur au lieu de vraiment faire vivre l'équipe. Et j'ai pas compris que, en fait, que c'était pas les individualités qui faisaient gagner, mais c'était le collectif à ce moment-là. C'est après que j'ai su que dorénavant, c'est le collectif qu'il faudra primer. Il faudra qu'on fasse très attention à justement que chacun puisse se mettre en mode équipe et non en mode individuel pour réussir. Et ça nous a vraiment marqué. Et on s'est dit que plus jamais on reviendrait dans ces conditions parce que on peut pas louper. Il y a 4 ans, c'est chaque 4 ans les JO. Et si on les loupe, ça veut dire qu'on va plus être sélectionné parce qu'on sera beaucoup trop âgé. Et est-ce que cette prise de conscience a été immédiate? C'est-à-dire, je crois que vous finissez 5e lors de ces Olympiades-là. Est-ce que dans les vestiaires, après le match pour la 5e place, c'est à ce moment-là que vous faites, entre guillemets, ce pacte-là où plus jamais vous ne reviendrez dans cet état d'esprit-là? Alors, on s'en est beaucoup voulu à nous-mêmes parce que je me souviens du discours de l'entraîneur qui disait que ce sont des quadragénaires et qui vont pas durer le match. Et on s'était dit que forcément, la deuxième mi-temps, on va finir par les faire vaciller parce qu'ils sont plus âgés et que physiquement, on va les avoir. Et puis malheureusement, ben, ils nous ont vraiment, les Russes d'ailleurs, il y avait 3, 4 quadragénaires dans le gardien de but, eh ben, il nous a vraiment montré qu'il fallait avoir du respect pour les personnes, les personnes de 40 ans. Et j'ai eu beaucoup de respect, mais on s'est dit que on était trop confiants en fait entre nous. Et cette confiance-là, on n'a pas su le manifester par un changement de mentalité dans le match, mais on a attendu une faiblesse de l'équipe adverse. Et ils nous ont eu sur des petites techniques entre eux, entre le pivot, et à chaque fois on se faisait avoir par leur harmonie, on le faisait avoir par leur finesse de jeu, et on n'a pas su, et puis le gardien nous a tous arrêtés. Je revois encore Lavrov qui arrête les tirs À moitié chauve. de Narcisse, de Fernandez, tous ces tirs de Karabatic, et c'était vraiment atroce, quoi. C'était vraiment, on s'est dit, c'est pas possible, il a été en verve, et on était trop confiants parce qu'on pensait que plus personne ne pouvait nous battre, et les Russes nous ont montré qu'il fallait avoir de l'humilité quand on joue justement ces moments forts des JO. Et on finit 5e. Le rêve olympique se transforme en cauchemar. 96, tu n'es pas sélectionné. 2000, tu n'es pas sélectionné. 2004, vous faites une 5e place. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis les Jeux olympiques, c'est pas pour toi? Comment tu rebondis de tout ça? Comment ça te forge ton caractère? Eh ben, l'expérience nous apprend toujours. Alors, je verrais 2004 comme l'humilité. On a voulu faire comme les Barjots en 92, essayer de ramener, ne serait-ce que faire mieux que médaille de bronze. Et puis, c'était la déroute parce que ça veut dire qu'il fallait se remettre en marche, de se remettre en question, mais aussi de revoir notre mode de fonctionnement au sein de l'équipe pour pouvoir réussir. Et ces échecs-là, j'aime bien prendre l'exemple de Mandela qui dit je ne perds jamais, j'apprends. Eh bien, on a appris de nos erreurs, on s'est dit que. Et d'abord, on a pris une autre claque juste pendant le championnat du monde, un an avant qu'on perd contre les Allemands par, euh, par une décision Par les arbitrale. arbitres, ouais. Clairement, je me souviens de ce match. Et c'était les ça, arbitres. et ça encore, ça renforce notre détermination, se dire que plus jamais ce seront les arbitres qui vont déterminer pour nous une victoire.
on va aller la chercher. Et 2008 tombait à point. C'était vraiment toutes ces expériences-là, succession d'échecs et succession de détermination, et se dire que voilà, c'est le moment, c'est notre moment à nous, parce on aura appris, et qu'il faut celle-là, il ne faut pas qu'on la lâche. Et je crois que ça nous a beaucoup servi. Mais toi, personnellement, 96, tu y es pas. 2000, tu y es pas. Quand tu dis c'est d'investissement 4 ans, et là, donc 4 ans, de 4 ans en 4 ans, tu n'y es pas. Euh, comment personnellement on le prend ça, parce que on sait que la vie de sportive elle est courte. Est-ce qu'à un moment, personnellement, on se dit que le train est passé et il repassera plus? Il y a tellement de paramètres pour être sélectionné et ne pas l'être aussi. On peut se blesser, on peut même juste avant les JO, on peut se blesser. Et on a une saison qui peut être aussi déterminée parce on peut être en méforme. Il peut y avoir un nouveau joueur qui arrive et qui brille aussi en sélection. Donc il y a tous les concurrents aussi qui arrivent et on se dit, est-ce qu'on aura ça à sa place? Mais il y a toujours cette flamme-là qui se dit, n'abandonne pas. Vas-y, montre que tu as encore une autre chance et que tu peux y arriver, ne lâche pas. Et je crois que c'est cette petite flamme des Olympiques qui vous dit que tu vas le faire au moins une fois, Jo. Et celle-là, il ne faut pas la louper. Celle de 2008, c'était celle qu'il ne fallait pas louper. Et le fait d'être sélectionné, ça m'a... Je revis encore tous ces moments d'échec et je me dis, waouh, j'ai bien fait d'espérer, quoi. Surtout que ça arrive un petit peu sur le tard, parce qu'en 2008, t'es déjà à plus de 35 ans, non, je crois? 8 même. Ouais. Ouais, et donc du coup, tes 2 sélections pour les JO arrivent assez tard. Est-ce que tu penses aussi que c'était une histoire de maturité dans le fait d'être sélectionné? Est-ce que ça a joué en tout cas dans tes sélections, ou c'est juste parce que tu étais le meilleur à ton poste à cette période-là? À cette période-là, c'était ma polyvalence. Je pouvais jouer sur le poste d'arrière et je pouvais jouer sur le poste d'ailier. Donc, et en défense aussi, arrière. Et donc, ça veut dire que j'étais à un seul joueur, je pouvais supporter 2 joueurs. Donc, remplacer 2 joueurs sur le poste, c'était un avantage pour l'entraîneur. Ça veut dire qu'il pouvait me mettre sur les postes et remplacer un ailier, remplacer un arrière. Donc, c'était une place intéressante et c'était ça mon atout, mais aussi parce que j'avais une détermination et que je pouvais réveiller aussi une équipe par les émotions que je pouvais aussi générer dans l'équipe. Et puis, ma détermination, ma combativité était un atout aussi dans l'équipe. Je crois que ça aussi, l'entraîneur l'a décelé et il m'a dit, on aura besoin de ta combativité, de ton caractère et ton mental pour porter l'équipe jusqu'au bout. Comment est née justement cette réputation du révérend? C'est à quelle compétition que tu reçois cette dénomination, si je puis le dire comme ça? C'est un joueur, vous savez, au fil des années, et puis surtout, je le prends comme une vraie valeur ajoutée parce que m'appeler le révérend, ben, ça veut dire nommé par mes pairs, ça veut dire qu'ils ont compris ma personnalité et que ce mot-là avait une signification à leurs yeux pour eux, d'un rassembleur, de quelqu'un qui partage et puis qui a l'écoute des autres. C'était avant tout ce que j'ai généré. Et c'est un jeune, c'est Greg Antil, c'est un jeune, mon ailier, qui en 2001 met le but à la dernière seconde contre les Suédois, qui fait qu'on est champion du monde à Bercy. Et c'est Greg Antil qui me nomme le révérend. Alors il a été inspiré ce jour-là parce que je lui ai dit que je vais faire en sorte que tu sois béni jusqu'au bout, malgré son caractère. Sur plusieurs générations, parce que son fils est professionnel aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça. Son neveu. Ah, c'est son neveu, ok. D'accord. C'est son neveu. C'est son neveu qui joue maintenant à Chambéry, je crois. Ouais. Et puis mais c'est quelqu'un de formidable. Donc, le connaissant, il est un peu fou aussi, mais Ouais. sa folie a fait de lui un très grand joueur. Et puis, sa folie nous a porté le plus loin possible dans la compétition parce qu'il fallait le faire à 10 secondes de la fin où Ouais. l'entraîneur donne une consigne. Et lui, il a fait tout autre chose. S'il avait loupé ce Il serait tir, plus on jamais aurait pu revenu en l'arrêter équipe de à France. quoi. C'est sûr.
Il a dit dire si je me loupe là, ils vont tous me tuer. Merci. Bon, c'est une façon de parler. Hein. On allait lui mettre quand même. Oui, complètement. Merci Joël. Là, je me souviens encore, l'entraîneur donne une consigne et lui, il est parti tout seul. Je dis, il va faire la passe. Et dans ces cas-là, vous devez tous vous prendre la tête. On le regarde, on dit, il va pas le faire. Il va pas le faire. Greg, si tu nous écoutes, tu es habillé pour l'hiver. Ouais, complètement. Ouais, faudra attendre un petit peu. En même temps, c'est grâce à ça, c'est grâce à des joueurs comme ça aussi. On était tellement heureux à la fin. Ouais. On l'a tellement félicité que je crois qu'il est resté avec cette folie parce que ça nous a fait gagner. On va rester dans l'humour. Ouais. Alors, on va continuer sur ce ton, on va dire un peu badin et vraiment agréable. Badin. Oui, complètement badin parce que ce qui nous attend, c'est une chronique qui aura un ton un peu particulier et c'est Jérémy qui va nous l'apporter. Soyons bien à l'écoute. Alors aujourd'hui, je vais râler contre pas la France qui gagne avec panache comme Anctil, mais la France qui perd avec panache. Alors, mes Jérémiades, elles vont un petit peu sentir la Fédération française de la loose. Vous connaissez ce site compte Twitter. Oui, compte Twitter. Ouais. Ça a commencé par une blague entre potes et puis c'est devenu un compte Twitter, une page parodique. Maintenant, ils sortent des bouquins. C'est une institution pour les passionnés de sport. On arrive même à des dédicaces personnelles de sportifs. Vous avez vu la dernière en date, le plongeur qui est tombé lors de l'inauguration. Devant le président Macron. Devant le président, exactement. Et qui, du coup, a fait une vidéo pour montrer comment il fallait rater son plongeon. Donc voilà, sponsorisé par la Fédération française de la loose. Et dès les premières pages, on a cette phrase, moi, qui me fait rire. Les Français ne perdent pas plus que les autres, mais ils perdent mieux. Bon, j'avoue que ça reste un petit peu à prouver. Il n'y a rien qui me fait plus râler que quand on annonce avant de craquer, les Français, qu'on va craquer. Et évidemment, on craque. Forcément, et c'est un supporter du PSG qui vous le dit, donc il sait de quoi il parle. Là, c'est la bonne année. Là, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Ça va le faire. On précise qu'on enregistre avant la demi-finale. Exactement. Allez. Oui, exactement. On va voir. J'ai eu beau éplucher les médailles surprises des dernières éditions avec attention, j'ai trouvé aucun Français qui déjoue les pronostics dans le bon sens. C'est quasiment une science exacte. Quand un Français est favori, il gagne rarement. Bon, à part le handball, mais ça, on le savait déjà. Pour perdre, par contre, ça se bouscule un petit peu au portillon. La dernière Olympiade, bon, on avait Teddy Riner. Allez, on va dire qu'il est un petit peu, normalement, il a suffisamment gagné pour pouvoir perdre. Kevin Meyer, l'athlète dans son ensemble, l'escrime, le cyclisme, plein de médailles qu'on avait d'habitude et puis qui finalement nous sont passées sous le nez. C'était pour préparer 2024, soi-disant. Nous, les Français, on est comme ça. On se sert des Olympiades d'avant pour préparer celles d'après. Alors, je suis obligé d'interrompre ma chronique pour me tourner vers notre Bible du sport à nous et pas la Bible de la loose. Et je lui demande, est-ce que toi, tu as un souvenir d'un Français qui a gagné une médaille à la surprise générale ? Oui. À Tokyo. Je m'en doutais. À Tokyo, justement. J'ai oublié le nom de ce sportif, voilà. Ça c'est grave. Voilà. Mais je crois que c'est un fleurettiste qui a remporté la médaille d'or à la surprise générale. Personne ne l'attendait. Parce qu'il n'était pas favori, justement. Exactement. Voilà, exactement. Et les favoris fleurettistes, eux, sont passés complètement à côté. Et on se souvient plus, alors là, évidemment, c'est le contre-exemple, mais on se souvient plus des perdants que des gagnants, à croire qu'on a les champions qu'on mérite. Allez, j'ai un petit quiz. Est-ce que vous pouvez me citer 2 footballeurs français qui ont gagné la médaille d'or ? Footballeurs français. Oui. Il m'énerve. Moi, je peux t'en donner 2. Vas-y, les 2 plus connus. J'ai pris les 2 plus connus. Ah, tu as pris les 2 plus connus. Ah, pourtant. Alors, Daniel Gzuereb. Oh là, bah ouais, non, mais évidemment. C'était les années 90. Non, ça, je peux pas. Daniel Gzuereb, Albert Rust, dans les buts. Oh là là, il me fait la compo en plus. Qui est-ce qu'il y a d'autres aussi Je t'en laisse encore un et après je cite mes 2. Quelle année 84. Voilà. On avait fait le doublé, Euro, JO. José Touré et Guy Lacombe. Moi, c'était ceux que je connaissais. C'est un signe, ça. Franchement, on va peut-être faire le doublé cette année. De la loose. De la loose. Bon, j'ai dû faire des recherches parce que je savais même pas qu'on avait été médaille d'or en football, donc voilà, désolé. Mais revenons à la défaite à la française, l'expression populaire qui fonctionne tout autant qu'avec jardin, le jardin à la française, pain, robe et même vin
pour les anglo-saxons. Étonnamment, il n'y a pas victoire à la française dans le dico. Du coup, je me pose la question, comment peut-on perdre avec panache? Et je crois que Thibaut Pinot, l'un des plus célèbres représentants de la loose à la française, a un début de réponse. L'humour et l'autodérision sont les remèdes les plus efficaces pour digérer les grandes déceptions. Et si finalement c'était ça, le secret ultime pour perdre sans tout perdre, un secret à la française. Merci infiniment, Jérémy, pour cette jérémiade. Et j'apporterai le nom de l'escrimeur, et c'est un épéiste. Voilà, c'était Romain Canon. Canon, voilà. Exactement. Joël, après cette chronique, que penses-tu vraiment, vu que toi tu as été un vainqueur, que tu as été un champion, vrai loser, c'est ça, un vrai loser, puis ensuite tu as gagné avec panache, et puis vraiment ça a été le triomphe, pour ainsi dire. Est-ce que tu souscris vraiment à ce qui a été dit avec une certaine pointe d'humour par Jérémy? Oui, je crois que c'est tellement triste quand on voit un athlète perdre et il faut mieux être en dérision pour prendre du recul et ne pas le vivre comme si on était rien du tout. Mais ça veut dire aussi que il vaut mieux être en dérision pour pas être déçu, et de ce fait, ça nous permet de se remobiliser. Mais on attend beaucoup de médailles, on attend beaucoup, mais il n'y a pas de secret, hein. Il faut investir 4 ans à l'avance, voire 8 ans à l'avance si on veut avoir des médailles, comme les Anglais le font. Donc, si vous n'avez pas investi, si vous n'avez pas vraiment sélectionné les bons et les mettre dans les meilleures conditions 8 ans, vous n'aurez pas de médaille. Il ne faut pas avoir de miracle. Comme c'est Claude Onesta qui s'en est occupé et que c'est un handballeur qui a l'habitude de gagner, normalement, il aurait dû sélectionner les bons. On verra les résultats cet été. Ça va être la sanction. Ouais, on va voir son travail alors. On va voir son travail, on va pouvoir le lui dire. Est-ce que justement, tu disais, oui, la dérision, c'est effectivement une arme qui permet de dédramatiser les choses. Mais à t'entendre, après 2004, je ne suis pas persuadé que vous aviez envie de trop prendre les choses à la dérision. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'utiliser cette arme-là, pour réconforter ou pour dédramatiser des situations par rapport à des coéquipiers? Alors, oui, ce que je veux dire, c'est que dans le sport, le perdant, il n'a pas sa place. On voit bien que ceux qui perdent, et c'est une réalité du sport, on retient toujours ceux qui gagnent et jamais ceux qui perdent. Donc, ça aussi, c'est dramatique parce que ça veut dire que vous êtes entraîné comme tout le monde, et le fait que vous avez perdu, c'est comme si vous avez rien fait, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes et qu'on n'est pas allé chercher aussi le meilleur des autres. Parce que celui qui a gagné, c'est parce qu'on a poussé à ce qu'il soit le meilleur par rapport à nous. Je vois ça comme ça, et que l'espoir fait vivre, en fait. Ça veut dire que chaque fois que vous perdez, vous êtes éliminé, vous n'existez plus, plus personne ne reviendrait face à la compétition. Donc, la défaite, il faut trouver des alternatives, dire qu'on n'a pas perdu, mais qu'on a appris, et passer en dérision pour que l'échec ne reste pas dans nos têtes et dans notre esprit. Et puis ça nous permet de remobiliser, de se dire que voilà, j'ai perdu, ça dédramatise, ça enlève tout le stress, et puis ça nous permet d'être dans de meilleures conditions la prochaine fois que vous revenez. C'est psychologique, c'est une approche psychologique pour permettre d'apaiser la déception du perdant et lui donner l'espoir qu'il a une chance de gagner par la suite. Qu'est-ce qui a changé en 2008, toi, dans ta préparation, dans ton engagement, dans ces Jeux de Pékin? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Je peux dire que c'est la défaite qui nous a fait gagner. C'est les échecs, c'est les déceptions de 2004. C'est la déception du championnat du monde en Allemagne en 2007 qu'on perd. Tout ça nous a galvanisés et nous a donné une force nécessaire pour se dire que 2008, c'est notre rendez-vous. Je crois que c'est les échecs qui vous font avancer, qui vous font aussi vous remettre en question. Et c'est pour ça que des fois, je ne vois pas l'échec négatif, mais comme une remise en question et comme un moteur, en fait, pour réussir. Alors, si elle est répétitive un peu trop souvent, comme d'autres équipes, je ne sais pas si vous voyez l'équipe de rugby de Clermont,
Clairement, je crois que c'est 7 défaites. Elle est dure celle-là. Mm. J'en ai perdu aussi des matchs. J'ai pas que gagné. J'en ai perdu. J'étais un ex-loser, attention. Et un futur vainqueur dans la tête. Mais je peux vous assurer que les défaites nous ont donné vraiment la rage de pouvoir gagner. Et il faut s'appuyer sur ces défaites pour réussir. Je le dirais à n'importe quel jeune, la défaite doit vous aider à vous relever et les défaites doivent vous aider à vous remobiliser pour vous rendre meilleur. Elle vous rend meilleur. Et toi, individuellement, tu parlais de 2004, du fait qu'il n'y avait pas de cohésion, pas assez de cohésion en tout cas, ce qui avait été un des paramètres pour la défaite finale. Qu'est-ce que tu as mis en place toi personnellement? Je ne parle pas au niveau collectif, enfin en tout cas de tes coéquipiers, mais toi, qu'est-ce que tu as mis en place personnellement pour qu'il y ait cette cohésion justement au sein du groupe? Alors, Alors, chacun avait son rôle, bien évidemment. Dans l'équipe, il y avait des leaders techniques, des leaders mentaux, et puis il y avait des leaders comme j'ai pu le faire, c'est-à-dire de pouvoir créer du lien dans l'équipe en rigolant, mais en mettant du lien entre chacun à travers ma personnalité, et puis d'effacer justement ces petites contraintes, ces petits signes justement qui nous ont fait défaut en 2004. C'est-à-dire plus d'amitié, plus de rencontres entre nous, beaucoup plus de fraternité pour qu'on puisse se connaître un peu plus. Et je crois que ça a joué beaucoup le fait qu'on se retrouvait dans différents domaines autres que le sport. On a vraiment été une bande de copains à ce moment-là. Alors qu'en 2004, on était plutôt des joueurs individuels. On avait une grosse individualité, mais on n'avait pas une équipe. On n'avait pas une équipe parce qu'on ne se connaissait pas assez. Et le fait de discuter avec certains, d'échanger, de créer du lien entre nous, et ma part, c'était de l'écoute de toutes les tensions qui pouvaient naître dans une équipe, parce que dans une équipe, il n'y a pas que des groupes qui sont ensemble, il y a plusieurs groupes dans un groupe, et parce qu'il y a des personnes qui s'entendent très bien, donc du coup ils forment un groupe, il y en a d'autres qui sont une autre façon de voir les choses, mais on devait se réunir entre nous. Et on devait se retrouver à travers les valeurs qu'on avait. Et en tant que révérend, on va revenir là-dessus, en quoi ta foi, elle a évolué aussi au fur et à mesure de ces Olympiades? En quoi elle a été une aide pour toi dans ta préparation? Elle m'a aidé parce que en fait, je savais que fallait pas tout se concentrer sur la victoire. Il n'y a pas que la victoire. Donc j'avais un peu de recul de me dire que la compétition elle est importante, certes, mais il n'y a pas que la compétition en fait. Donc ça veut dire vous désacralisez un peu l'événement et vous dites que oui, il y a des moments où il y a dans l'équipe, il y avait des tensions, il y avait des ruptures, il y avait des gens qui étaient en difficulté, et que peut-être que le fait de les aider, de les écouter, ça pouvait régénérer une vraie amitié qui pouvait naître entre nous. Le fait de chanter, quand on faisait les prêches, comme un prêche, ça créait du lien aussi entre nous, parce qu'on avait des mots à nous, et j'étais comme celui qui chantait, qui apportait l'équipe à travers nos prêches, et ça faisait une vraie communion entre nous. C'est ça aussi, on avait nos rituels, en fait, c'est nos petits rituels de chant après chaque match. On chantait dans le bus, on chantait, et d'ailleurs il y a une vidéo où je chantais, c'est comme un chant de louange, Oh my Lord. Oh my Lord, allez par le monde, montrez ce que nous avons fait, écrivez sur les tables que la France est championne, que la France est en haut, et nous sommes des héros. Merci Joël, merci pour tout ce que tu as pu apporter au sujet de ton expérience en équipe de France. Là, nous allons laisser place à Joël qui va nous apporter son conseil dans une chronique que l'on appelle le speed dating.
Oui, alors dans ce speed dating un peu particulier, puisque en tant qu'aumônier, j'accueille un révérend et je vais poser la question à un révérend qui, en plus, est en pleine reconversion, on va en parler. Mais ce qui m'interpelle, c'est que on dit souvent que le sportif est égocentrique, dans le sens il est centré sur ses performances, il s'intéresse pas forcément aux autres, il est en quête de gloire et de reconnaissance, il a qu'un seul objectif, c'est gagner, se faire un nom. Et puis quand il arrête sa carrière, il veut surtout être visible dans les médias pour continuer à exister sous une autre forme. Et toi, il est intéressant de voir que tu as choisi pour les Jeux qui arrivent à Paris, de t'investir, non pas dans le staff de l'équipe de France, non pas dans des médias, mais dans un travail de l'ombre comme aumônier de la fédération protestante, un rôle qui est non rémunéré, non valorisé. Et je ne sais pas si tu connais la règle d'or, des médailles d'or, tu sais bien ce que c'est parce que tu en as plusieurs dans ton placard, mais je ne sais pas si tu connais la règle d'or que Jésus a enseigné, qui est un de ses plus grands enseignements, qui dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous ». Quel enseignement magnifique. Nous, on connaît davantage la règle d'argent pour aller un peu dans le côté de la loose, de la jérémiade, mais on va plutôt être dans la négation. C'est ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'ils vous fassent. Mais là, cette règle d'or, j'ai l'impression que tu la vis et que c'est finalement ton nouveau trésor ou ton nouveau trophée. C'est de continuer à te mettre au service des autres. Tu as beaucoup parlé de ton rôle dans l'équipe en tant qu'écoutant. Est-ce que tu trouves une continuité aussi à travers ce rôle, cette expérience nouvelle que tu vas vivre en tant qu'aumônier? Est-ce que tu peux nous parler de tes motivations à t'engager dans l'ombre au service de ces grands champions? Oui, c'est une démarche personnelle et intime aussi parce que j'aurais pu être aussi motivé pour être effectivement dans un cadre d'une équipe ou bien même paralympique, hein, pourquoi pas. Il y a toujours l'espoir, mais là, c'était vraiment dans la continuité en fait sur mon révérend, mais aussi de pouvoir vivre autre chose. Alors pour d'autres, c'est incompréhensif et d'autres pourront dire, mais on comprend pas, mais moi je sais que ça m'apportera beaucoup parce que l'écoute aussi et aider les autres, ben, ça m'a toujours guidé. Je me suis dit qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un qui aura besoin d'une écoute active et de pouvoir l'aider, même au JO, parce qu'il y a beaucoup de déceptions aussi. Il y a beaucoup de déçus. Il y a beaucoup d'élus, mais beaucoup de déçus aussi, parce qu'il n'y aura pas que des gagnants, il y aura des losers. Et il y a des losers qui vont rester avec des blessures fortes, parce qu'il y en a des fois, c'est toute une famille, c'est tout un village pour lequel ils combattent. Et quand ils reviennent sans trophée, sans médaille, ils sont rejetés, ils sont déstabilisés et ils le vivent très mal. Et on a pu le voir dans plusieurs, je me souviens de Sangami, ce nageur qui avait loupé sa compétition parce que plusieurs avaient sauté en avance dans le bassin et il a vécu quelque chose de terrible. Toute la nation là s'est moquée de lui, même les gens d'ici, quand on parlait des JO, on parlait de valeur, de fair play, de respect. Et quand vous voyez que des commentateurs rigolaient, ça a eu la risée de tout le monde, vous pouvez savoir, vous pouvez pas penser comment ce joueur, ce nageur, quand il est rentré chez lui, alors que les valeurs c'était de donner le meilleur de soi-même et que le fait de participer, ça fait de vous un vainqueur, ah ben il y en a qui déjouent de toutes les valeurs olympiques. Eh ben moi je prends une autre démarche totalement différente, personnelle, et pour me grandir moi dans ma démarche qui est celle d'aider les autres et puis d'être dans la voie du Christ en me disant que je peux porter sa parole comme je l'ai porté dans l'équipe de France à travers mes prêches et à travers ma personnalité. Ça va me grandir et j'ai besoin de ça aussi par moment, de me dire que on peut être un grand athlète mais aussi être
à la disposition d'autres et les aider à être encore meilleurs et les rendre meilleurs, c'est aussi un leitmotiv, quoi. Et qui a été la personne qui t'a le plus écouté, soutenu lors de ta carrière? J'ai mon ami, il y en a beaucoup, que ce soit les Karabatic, il y a aussi Daouda Karaboué, et puis l'entraîneur aussi, Claude Nesta aussi. Donc je voulais arrêter après les JO ma carrière. C'était dans ma tête de me dire je ferai les JO et puis j'arrêterai. Et puis il m'a donné cette opportunité d'être encore champion du monde en 2009 en m'appelant en demi-finale. Donc j'oublierai jamais quand tous les joueurs ont accepté que je revienne. Et ça aussi, c'était pour moi une reconnaissance que je pouvais compter et porter l'équipe. Et je sais que j'ai tout donné pour cette équipe et que c'était une vraie amitié, même si on est parti un peu dans tous nos coins avec nos médailles, avec nos espoirs et notre façon de faire. Mais je retiens mon super pote Daouda Karaboué qui reste encore un vrai copain et qu'on se voit régulièrement et que ça dépasse l'amitié qu'on a pu avoir en équipe de France. Est-ce que tu penses que ça manque, cette écoute-là, dans le sport de haut niveau? Toi, dans ta carrière, bon, maintenant que tu as basculé, tu entraînes aussi, en tout cas tu encadres. Est-ce que tu vois autour de toi des comportements d'entraîneurs ou même de joueurs qui prennent pas du tout en compte cette écoute et qui sont vraiment dans pousser l'égocentrisme à l'extrême? Est-ce que ça évolue ou pas? Oui, parce que je vois bien que c'est difficile. Regardez, vous voyez plusieurs équipes, je n'aimerais pas les noms, mais on voit que certains joueurs sont starisés au-delà de l'institution du club et que quand les joueurs sont dans une équipe collective, hein, ça veut dire que ce n'est pas un sport individuel, hein, mais on individualise les sports collectifs. C'est dans le collectif, on met encore les joueurs au-dessus de tous les autres. Mais comment voulez-vous que vous retrouvez vos places? Soit on ne peut pas être toujours tout en haut. Donc ça veut dire, soit on est un leader inspirant, et ça c'est le rôle de ceux qui sont les leaders techniques. Il faut inspirer les autres à côté, il faut les aider à être meilleurs, mais on ne peut pas être meilleur tout seul. Et chaque fois qu'une équipe, vous voyez, vous avez le meilleur joueur qui ne gagne jamais, ça veut dire qu'on ne peut pas gagner tout seul. Et chaque joueur, chaque entraîneur, un joueur de haut niveau n'est jamais arrivé tout seul. Il a fallu qu'un entraîneur puisse prendre du temps pour l'entraîner. Il a fallu que quelqu'un qui n'a pas été payé, qui n'a pas été professionnel, l'a aidé dans sa vie à le restructurer, à l'encadrer, à leur donner la force, l'espoir, à leur donner cet état d'âme de champion pour qu'ils réussissent. Et à ce moment-là, vous revoyez votre cheminement et vous dites j'ai pas réussi tout seul et que je reviens en arrière. Souvent je vois des grands joueurs qui reviennent des gloires de foot ou autres, qui reviennent dans les clubs respectifs et venir voir l'entraîneur amateur et leur dire merci. Merci de m'avoir donné cette force d'être un grand champion que je suis. Et aucun joueur de haut niveau aujourd'hui ne peut dire qu'il a réussi tout seul. Soit il a réussi avec un préparateur mental, soit il a réussi avec son entraîneur, soit il a réussi avec un kiné. Il a une équipe qui l'accompagne et il doit les remercier, les valoriser s'il veut réussir et motiver son équipe. J'ai compris maintenant que c'est en valorisant tous les petits joueurs qui n'avaient pas d'importance dans l'équipe, c'est eux qui à un moment donné allaient nous faire gagner. Et c'est ça qu'il faut penser. Dans une équipe, il faut valoriser même le plus petit d'entre nous parce que c'est celui-là peut-être à la dernière seconde, il y aura le but parce qu'on va marquer tous les plus forts. Eh bien, lui, il faudra qu'il soit en confiance justement pour mettre le but pour nous faire gagner. Et si il n'est pas en confiance, eh ben, il ne gagne pas ou il ne marque pas. Donc, la gratitude et puis mettre tout le monde sous la même hauteur d'esprit dans une équipe, c'est la force de se dire que cette équipe, elle ira le plus loin possible et que l'amitié qu'ils ont entre eux, cela au-delà de la notoriété. Avant de conclure, je voulais te poser une dernière question. Voilà, tu as annoncé que tu allais être aumônier lors des Jeux Olympiques. Et on voudrait savoir à quel moment tu le seras. Et est-ce que tout à l'heure, tu as un peu souri à ce sujet, mais est-ce que tu le seras aussi pour les Jeux paralympiques? Je serai pour les Jeux paralympiques, mais je ne peux pas vous dire quelle semaine. Je veux que ça reste Secret. discret. Oui, parce que
un aumônier ne doit pas se mettre en avant. Je ne voudrais pas qu'il vienne et puis qu'il vienne voir le joueur et la personne. Mhm. Il vaut mieux venir voir la personne que l'aumônier que le joueur. Et celui qui va écouter, celui qui va être à la disposition de celui qui aura besoin de tout l'attachement et toute la force nécessaire. Et j'ai pas envie de mettre en avant le sportif. Voilà. C'est important de rappeler que dans le village des athlètes olympiques ou paralympiques, comme depuis tant d'années, depuis les Jeux de Séoul, il y a une aumônerie officielle qui est à disposition des sportifs et que Dieu voulant, comme on dit, tu feras partie de ces aumôniers, comme plusieurs sur ce plateau, et on aura joie de te retrouver à cette occasion. Je vous présente ma médaille. Merci du cadeau. Voilà. Vraiment, un grand merci. Un grand merci. Tu lui as donné un petit nom ou pas? Montrer que c'est... Pardon? Tu lui as donné un petit nom ou pas? Non. La breloque, La breloque, La ouais. breloque. Ben, merci du cadeau. comme dirait Pierre. Elle est belle, elle est belle. Merci du cadeau. C'est une superbe conclusion pour cette émission. Merci Joël, vraiment de ton témoignage, de ce que tu as apporté par rapport à ton expérience des Jeux Olympiques, à tes moments difficiles, et aussi merci de nous avoir fait part de ta perception des choses en tant qu'aumônier, des perspectives que tu peux observer. Et on espère vraiment que nos auditeurs auront pris autant de plaisir que nous à t'écouter sur ce plateau. En tout cas, ce fut une joie pour nous de recevoir le révérend. Joël, Jérémy et moi, nous vous le laissons et nous vous souhaitons plein de bonnes choses et surtout à la prochaine. On a hâte de vous retrouver dans une prochaine émission. Merci et à bientôt.